Tout a commencé par un aboiement. Pas celui qu'on entend lorsqu'un chien poursuit un écureuil ou réclame une friandise. Non, c'était différent. C'était un aboiement canin, aigu, précis, urgent. Le genre qui ne s'arrête que lorsqu'on l'écoute. Dans l'épaisse forêt de pins près de Pinoloo, dans le Montana, la shérif adjointe Dana Brooks connaissait cet aboiement comme sa poche. Elle avait passé 4 ans avec Scout, son compagnon berger allemand formé aux recherches et sauvetages, aux stupéfiants et au pistage. Scout n'aboyait pas pour rien, mais aujourd'hui, il ne s'arrêtait pas. Il s'était figé à mi-chemin dans un fourré près d'un ancien chemin coupe-feu, les oreilles dressées, le poil hérissé. Puis, sans hésiter, il s'est précipité dans les bois et s'est mis à griffer quelque chose sous un arbre tombé. Au début, Dana crut qu'il s'agissait d'un simple camion rouillé ou d'une caravane de chasse abandonnée. Les habitants déversaient toutes sortes de déchets ici. Mais en écartant les broussailles, son cœur se serra. C'était un véhicule ou une ambulance, vieille et défraîchie. Les bandes rouges avaient viré au rose. Les pneus étaient à plat et la carrosserie rouillée par endroits. De la mousse rampait sur le pare-brise comme du lierre sur une vieille chapelle. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle en portant sa radio à sa bouche. « Unité 3 à la base. J'ai quelque chose qui ressemble à une ambulance, peut-être hors service. Envoyer des renforts et des médecins, on pourrait avoir besoin des deux. » Scout grattait maintenant violemment les portes arrière, aboyant avec une violence que Dana n'avait jamais entendue auparavant, même lors d'interpellations en direct. Il lui disait quelque chose. « Attends, mon pote. » Elle agrippa la poignée. Elle grinça, se bloqua. Elle tira de nouveau. Elle céda. Les gonds grincèrent. À l'intérieur se trouvait un garçon. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans, allongé sur un brancard, immobile. Ses lèvres étaient pâles, sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait si faiblement qu'elle la distinguait à peine. Dana tomba à genoux près de lui, le cœur battant la chamade. « Ellie. Oh mon Dieu, c'est toi. » Elle chercha sa radio. Confirmé. J'ai trouvé le garçon, Ellie Monroe. Il est là, toujours vivant mais inconscient. Appelez les secours immédiatement. Scout s'assit à côté de la civière, soudainement silencieux, comme s'il savait que son travail était terminé, du moins pour aujourd'hui. 3 jours plus tôt, le comté tout entier était en état de crise. Un garçon de 6 ans avait disparu de son jardin. Sa mère avait tourné la tête pendant 10 minutes pour prendre du linge. Lorsqu'elle s'était retournée, il avait disparu. Aucun signe d'effraction. Aucun voisin n'avait rien vu. Aucune trace de pas au-delà du jardin. Et voilà, Ellie Monroe avait disparu. Les hélicoptères des médias ont plané pendant 48 heures. Les volontaires se sont dispersés sur des quads. Le FBI a envoyé 2 agents. Rien n'a été trouvé. Le 3e jour, Dana a impliqué Scout dans les recherches alors que tout le monde commençait à perdre espoir. Mais Scout, lui, n'avait pas perdu espoir. Il avait relevé une piste laissée par la chaussette du garçon, abandonnée dans le jardin ou une piste qui serpentait dans les bois et aboutissait à cette ambulance pourrie, enfouie sous les branches. Personne ne savait depuis combien de temps il était là, ni comment Ellie était entrée. L'hôpital était à 20 minutes, mais semblait interminable. Dana était à l'avant, tandis que Scout, assis à côté du brancard à l'arrière, refusait de quitter le garçon. L'ambulancier tenta de le chasser, mais Dana secoua la tête. Il reste. Aux urgences, les infirmières ont afflué au service de traumatologie, fluide, oxygène, moniteur cardiaque. Ellie ne s'est pas réveillée, mais ses constantes étaient stables. Ce chien l'a trouvée, a demandé une infirmière. Il l'a sauvée? Dana posa la main sur l'épaisse fourrure de Scout. Il n'a pas abandonné. Elle resta un moment dans le couloir, le regard fixé à travers la vitre tandis qu'il s'occupait du garçon. Son esprit bouillonnait de questions. La plus importante, qui a bien pu laisser un enfant dans une ambulance abandonnée au milieu de la forêt? Si des histoires comme celle-ci vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner à Heroes for Animal,
ou le courage à quatre pattes et un battement de cœur. L'énigme ne tarda pas à devenir plus complexe. Les techniciens analysèrent le numéro d'identification de l'ambulance, elle était non immatriculée. Aucun dossier. Aucun nom de propriétaire. Nettoyé à fond. Les autocollants du logo avaient été grattés, et même les plaques d'immatriculation manquaient. Comme si quelqu'un ne voulait pas seulement cacher le véhicule, mais l'effacer. À l'intérieur, au-delà du brancard, les enquêteurs ont trouvé une bouteille à moitié vide de sédatifs pédiatriques et une boîte à lunch isotherme contenant 2 briques de jus de fruits non ouvertes. Pas d'empreinte digitale. Pas de papier d'identité. Les chaussures d'Ellie gisaient par terre, à côté du brancard. Son t-shirt bleu, orné d'un dinosaure, était déchiré à l'épaule, mais il n'y avait ni bleu, ni égratignure, ni traces évidentes de blessure. Pourtant, le garçon ne parlait pas. A-t-il dit quelque chose, demanda Dana au médecin traitant 2 jours plus tard. Le médecin secoua la tête. Pas un mot. Il est alerte maintenant, il mange, il cligne des yeux, mais il ne parle pas, il ne pleure pas. Il est immobile. Ils ont fait appel à un spécialiste des traumatismes infantiles. Le verdict, un choc profond, silencieux, terrifiant. Ellie ne se souvenait peut-être pas comment il était arrivé là, ou il se souvenait peut-être trop de choses. Il ne regardait même pas les photos de sa mère ou de son père, mais il réagissait à une chose, Scout. Chaque fois que le berger allemand entrait dans la pièce, les doigts d'Ellie se recroquevillaient légèrement. Ses yeux suivaient les mouvements de Scout. Lorsque Scout posait sa tête contre la jambe du garçon, Ellie fermait les yeux et dormait paisiblement. Scout était devenu son gardien. De retour au bureau du shérif, Dana fixait le tableau blanc qu'ils avaient installé, chronologie, suspect, lieu, véhicule, mobile. Rien ne collait, jusqu'à ce qu'un adjoint débutant demande doucement, « Sommes-nous sûrs qu'Ellie était censé être le seul ?» Dana se tourna vers lui. « Que veux-tu dire ?» Il haussa les épaules, nerveux. Si c'était un enlèvement, pourquoi le laisser en vie? Et pourquoi là-bas? Et si quelque chose tournait mal et qu'il n'était pas censé être retrouvé? Les mots frappèrent Dana comme un coup de massue. Scout, allongé près de son bureau, se redressa brusquement. Ses oreilles tressaillirent. Elle se tourna lentement vers lui. « Scout, qu'as-tu senti d'autre là-bas » L'ambulance n'avait pas bougé depuis des années. Les enquêteurs ont dû utiliser une dépanneuse à plateau pour la sortir de la boue. La rouille rongeait le châssis, et des aiguilles de pin tombaient du toit comme des confettis cassant chaque fois que quelqu'un ouvrait une porte. Mais aussi inquiétant que fût le véhicule, ce n'était pas ce qui glaçait le shérif Dana Brox. C'était ce qui manquait, pas d'immatriculation, pas de radio d'urgence, pas d'ordinateur de bord, pas de dossier médical, rien ne laissait penser qu'il s'agissait d'une flotte immatriculée. Juste une carcasse de métal froid, dépouillée de tout, à l'exception d'une civière et du corps inconscient d'un garçon de 6 ans. Dana se tenait à côté du véhicule, les bras croisés, tandis qu'un technicien de la police scientifique époussetait les portières arrière à la recherche d'empreintes. « Vous avez déjà vu quelque chose comme ça ?» demanda-t-elle. « Plus depuis les anciennes affaires de contrebande », marmonna le technicien. Mais même celle-là n'était pas aussi nette. Ceux qui ont monté ce coup, c'est eux qui l'ont planifié. Scout était allongé par terre à quelques mètres de là, les yeux rivés sur la forêt. Il n'avait pas aboyé depuis qu'ils avaient trouvé le garçon, mais il ne s'était pas détendu non plus. Sa posture était raide, vigilante, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Plus tard dans la soirée, la famille Monroe fut réunie à l'hôpital. Techniquement, Ellie était réveillée, assis dans son lit et sirotant du jus de pomme à la paille. Sa mère, Rachel, pleurait doucement à ses côtés, lui repoussant les cheveux en arrière d'une main tremblante, mais il ne réagissait ni à son contact ni à sa voix. Il fixait le vide. « Je n'arrête pas de lui parler », murmura-t-elle à Dana. Mais c'est comme s'il était parti, comme s'il n'était plus là. Dana ne savait pas quoi dire. Elle avait déjà vu des enfants se renfermer sur eux-mêmes, surtout après un traumatisme. Mais ce n'était pas de la dissociation. C'était plus profond,
intentionnel, comme si un mur s'était érigé en lui et que ceux qui se trouvaient de l'autre côté ne voulaient pas revenir. Le seul moment où Ellie montra signe de vie, ce fut lorsque Scout entra dans la pièce. Il ne sourit pas, ne parla pas, mais il tendit lentement, délibérément, la main et la posa sur le dos du chien. C'était tout. Le lendemain matin, Dana a rencontré l'agent Collins, de la cellule du FBI chargée de la lutte contre l'exploitation des enfants et la traite des êtres humains. Il était franc, plus âgé, portait un costume qui semblait ne pas avoir été nettoyé à sec depuis l'administration Obama, et il ne s'est pas donné la peine d'édulcorer quoi que ce soit. « Vous êtes face à quelque chose d'organisé », dit-il en feuilletant les photos de l'ambulance. Ce n'était pas un prédateur qui a abandonné un enfant dans les bois. C'est un véhicule tactique effacé de tous les registres. Quelqu'un avait prévu de cacher ce garçon à la vue de tous. Dana se pencha en avant. Alors pourquoi le laisser en vie? Collins haussa un sourcil. Tu es sûr qu'il le voulait? Cela la fit taire. Scout était de nouveau agité le troisième jour. Dana le ramena à l'endroit où ils avaient trouvé l'ambulance, s'attendant presque à ce que ce soit inutile. Toute la zone avait déjà été ratissée par les chiens, les policiers et les drones. Mais Scout ne suivit pas l'ancienne piste. Il en créa une nouvelle. Il fila au nord-est du lieu initial, traversa le lit d'un ruisseau asséché et un bosquet d'arbres qui menait à une pente raide couverte de ronces et de mousse. Au début, Dana ne vit pas ce qu'il cherchait, mais Scout s'arrêta et recommença à griffer. Cette fois, pas un véhicule, mais la terre elle-même. Un coup de pelle confirma la chose. Une fosse peu profonde avait été creusée, d'environ 1,20 mètres de profondeur, recouverte à la hâte d'aiguilles de pin et de terre. À l'intérieur, ils trouvèrent des sacs plastiques, une couverture sale, une brique de jus vide, une chaussette d'enfant et quelque chose qui fit tourner l'estomac de Dana, une tétine. Trop petite pour une enfant de 6 ans. Elle appela des renforts par radio. Envoyait une équipe de police scientifique. Ce n'était pas juste une décharge. C'était une zone de rétention. De retour au bureau du shérif, les preuves ont commencé à assombrir le tableau de bord. Une empreinte digitale a été relevée à l'intérieur du tableau de bord de l'ambulance. Pas suffisamment pour identifier directement un suspect, mais suffisante pour que le FBI puisse la recouper avec des dossiers non résolus. Pendant qu'ils attendaient, Dana était assise dans son bureau, les yeux rivés sur le tableau blanc rempli de photos, de chronologies, de théories, dont aucune n'avait encore de sens jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose d'étrange dans le coin d'une photo de civière. Un autocollant, décoloré, se décollait. Il avait été à moitié recouvert par le cadre de la civière. Elle zooma. C'était un code d'identification d'hôpital, mais pas local, Greenfield Medical, à 3 États du Nebraska. « Mais qu'est-ce que tu fais jusqu'ici » murmura-t-elle. Elle a appelé l'hôpital le lendemain matin. L'administrateur a confirmé que l'ambulance avait fait partie de leur flotte, mais qu'elle avait été mise hors service et vendue aux enchères il y a plus de 4 ans. À qui? À un certain Victor Sloan. Sans casier judiciaire, sans licence commerciale, payé en liquide. L'adresse indiquée était celle d'un entrepôt, abandonné l'année dernière après un incendie. Tout indiquait un homme qui n'existait pas officiellement. Pendant ce temps, le garçon, Ellie, avait enfin parlé. Un seul mot, murmuré à une infirmière qui se penchait pour changer sa perfusion, Duke. Quand Dana l'entendit, elle fut perplexe. « Tu es sûr que c'est ce qu'il a dit ?» L'infirmière hocha la tête, claire comme le jour. « Duke n'est pas un membre de la famille ? » Pas à notre connaissance. Dana s'est rendue dans la chambre d'Ellie avec un album photo que les Monroe avaient fourni, membres de la famille, amis, voisins. « Ellie, mon cœur, dit-elle doucement, peux-tu me montrer Duke ?» Il secoua la tête. Mais lorsque Scout entra à nouveau dans la pièce, Ellie le prit dans ses bras et murmura, « Pas lui. Pas lui. » Alors qui était Duke, demanda-t-elle à Rachel Monroe. Rachel se figea. Il y avait un garçon nommé Duke dans la classe d'Ellie l'année dernière. Un enfant placé. Un gentil garçon. Dana plissa les yeux.
Toujours là. Rachel secoua la tête. Non, il a été retiré au bout de quelques semaines. Personne n'a jamais dit pourquoi. L'estomac de Dana se tordit. Scout arpentait toujours le couloir tel une sentinelle, agité, concentré, comme s'il n'avait pas encore terminé son travail. Et peut-être que non. Ce soir-là, Dana consulta la base de données du bureau du shérif et lança une nouvelle recherche, enfant disparu, prénom Duke, âgé de 4 à 8 ans, dernière localisation connue, Midwest. Il y avait 16 correspondances. Elle cliqua sur celle du Kansas, Duke Jensen, 5 ans, vu pour la dernière fois hors de sa famille d'accueil. Cas, circonstance suspecte. La photo lui glaça le sang, car elle avait déjà vu ce visage pas en vrai, mais dans le reflet d'une surface en acier inoxydable sur l'une des photos de l'ambulance, à peine visible à côté d'Ellie sur le brancard. La shérif Dana Brooks n'a pas fermé l'œil cette nuit-là. Elle est restée dans son bureau, les coudes sur la table, le visage éclairé par la lumière bleue de l'écran de l'ordinateur du comté, parcourant le dossier du Kansas concernant Duke Jensen. 5 ans, disparu de sa famille d'accueil du comté de Clay 7 mois auparavant. Affaire classée pour fugue. Pas de suspect, pas de preuve, pas de suite. Juste une phrase qui a serré l'estomac de Dana, l'enfant a peut-être quitté la chambre par la fenêtre. Ses frères et sœurs dormaient. Aucun signe d'effraction. Elle avait vu cette phrase trop souvent, cela signifiait généralement que nous n'avions pas cherché assez attentivement. De retour à l'hôpital régional de Pinoloo, Ellie Monroe n'avait toujours pas prononcé un mot. Mais quelque chose avait changé. Il ne fixait plus le mur d'un air absent. Il observait désormais les gens, sa mère, les infirmières, et même les agents postés devant sa chambre. Il était toujours silencieux, toujours lent à réagir, mais quelque chose dans son regard avait changé, comme si un brouillard se levait. Scout lui rendait visite 2 fois par jour, et chaque fois, Ellie touchait sa fourrure d'un geste doux mais délibéré, comme s'il s'enracinait dans quelque chose de réel, de sûr. Le shérif Brooks se tenait près de la fenêtre ce 3e jour et regardait Ellie tourner lentement la tête et la regarder droit dans les yeux pour la première fois. Pas de sourire, mais pas de peur non plus. C'était quelque chose. Plus tard dans l'après-midi, Dana appela l'agence d'accueil du Kansas qui avait signalé la disparition de Duke. La femme au téléphone semblait épuisée avant même que la conversation ne commence. « Oh, Duke, soupira-t-elle, je me souviens de celle-là. Il n'aurait jamais dû être placé dans cette maison. Mais on n'a pas assez de lits, vous savez. Le système est sous l'eau. » Dana ne répondit pas, elle laissa la femme parler. Le père d'accueil dit que Duke aimait vagabonder, qu'il avait probablement fugué. C'était l'hiver, l'enfant n'avait même pas de chaussures. Je pensais qu'il n'aurait jamais pu aller bien loin. Mais bon, on a rempli les papiers. Pas d'alerte Amber. Pas de critères. Pas assez de preuves d'enlèvement. Dana ferma les yeux, la mâchoire serrée. Et vous n'avez plus eu de nouvelles depuis? Pas un mot. Scout était de nouveau nerveux. Dana pensa d'abord qu'il avait peut-être besoin de courir, de jouer un peu. Mais Scout ne voulait pas jouer. Il faisait les 100 pas. Il reniflait. Il fixait la porte de la chambre d'Ellie et gémissait doucement chaque fois qu'un inconnu passait. Il attendait quelqu'un. Ou peut-être écoutait. Ce soir-là, Dana examina toutes les photos prises sur le site de l'ambulance. Elle zooma à nouveau sur le miroir, là où le bord du brancard rejoignait le panneau métallique. C'était là, le flou ombragé du visage d'un 2e enfant. Pas un effet de lumière. Le contour de cheveux bouclés, une joue pâle, un menton rond. Ce n'était pas Ellie. Mais si c'était Duke, où était-il maintenant? Le lendemain matin, le pédiatre de l'hôpital a rappelé Dana. Après un examen médical complet, Ellie a découvert une chose inattendue, une petite puce RFID implantée sous la peau de son bras. Ni médicale, ni standard, mais industrielle. C'est le type de puce utilisée en logistique d'entrepôt, a expliqué le médecin en la tenant dans un sac scellé. Ce n'est pas un appareil qui enregistre son rythme cardiaque. Il suit sa localisation.
Dana fixait la puce comme si elle était radioactive. Qui met une puce logistique dans un enfant? Des trafiquants d'êtres humains, c'était la seule explication. Soudain, tout devint net, l'ambulance désaffectée, le numéro d'identification effacé, le deuxième enfant dans le reflet. La forêt n'était pas seulement une cachette, c'était un point de chute. Elle appela de nouveau l'agent Collins. Cette fois, elle n'attendit pas, « J'ai besoin d'une surveillance de l'hôpital immédiatement », dit-elle. Celui qui a déposé Ellie ne l'a pas fait par pitié. Il continue de surveiller, attendant de voir si on fait le lien. Collins acquiesça. Au coucher du soleil, 3 SUV banalisés étaient garés près de l'entrée des urgences. 2 agents se trouvaient à l'intérieur de l'hôpital, dont l'un posté dans la salle d'attente, déguisé en concierge. Scout, cependant, n'était pas subtil. Il arpentait le couloir, la queue basse, le nez frétillant comme s'il sentait ce que personne d'autre ne pouvait sentir. Dana le suivit, car elle avait désormais plus confiance en Scout qu'en la plupart des humains. Il la conduisit à la chapelle de l'hôpital, déserte à 7 heures. Scout renifla le sol, les murs, les bancs. Puis il resta assis, parfaitement immobile, face à la grille d'aération dans le coin du fond. Dana pencha la tête. Sérieusement, murmura-t-elle, une grille d'aération? Elle s'agenouilla, dévissa le couvercle et trouva à l'intérieur un téléphone prépayé. Pas de carte SIM, batterie retirée. Mais quelqu'un avait caché autre chose, un Polaroid plié. 2 garçons, l'un Ellie, l'autre Duke, plus petit et aux cheveux bouclés. Derrière eux, une camionnette blanche banalisée et un homme en uniforme médical. Le lendemain matin, Ellie parla enfin. C'était un murmure, presque un murmure, mais clair. Dana était assise près de son lit, buvant du café froid et écrivant des notes, lorsqu'elle entendit « Duke n'a pas aimé la boîte ». Elle se figea. « Ellie », dit-elle doucement. Il cligna des yeux. Duke n'aimait pas la boîte. Elle était trop bruyante. Dana se pencha vers elle. « Tu peux me parler de la boîte, ma puce ?» Ellie baissa les yeux. Ça tremblait quand on bougeait. « Tu veux dire dans la camionnette ?» Il hocha la tête. La voix de Dana resta calme et douce. « Où est passée la camionnette ?» Il secoua la tête. « Je ne sais pas. Je ne sais pas où. Ce n'est pas grave. » Il se souvint de quelque chose, ce qui signifiait qu'il pouvait se souvenir de plus de choses. Au bureau du shérif, Dana a mis à jour la chronologie. L'ambulance n'était pas un cas isolé. Elle faisait partie d'un réseau, mobile, intraçable, conçu pour disparaître dans les chemins de campagne et les forêts. Les enfants n'étaient pas emmenés chez eux, ils étaient stockés en mouvement, constamment déplacés, cachés. Puis vint le déclic. Le FBI trouva une correspondance grâce à une empreinte digitale relevée dans le rétroviseur de l'ambulance. Elle appartenait à Tyrell Knox, un ancien ambulancier de l'Oklahoma qui avait perdu sa licence 6 ans auparavant pour vol d'opioïdes et agression sur un patient. Il avait disparu après l'échec d'un accord de plaidoyer jusqu'à maintenant. Le FBI a émis un mandat d'arrêt fédéral. Dana sortit une photo de Knox et la montra à Ellie. Le garçon le fixa, les lèvres tremblantes. Puis il murmura, « C'est l'homme qui a verrouillé les portes. » Ça correspondait. Mais Dana avait une question, si Knox avait laissé tomber Ellie dans les bois, pourquoi Scout les y avait-il conduits avant tout le monde? Scout se souvenait-il de Knox de son passé? Et surtout, Duke était-il encore en vie? Scout se figea non pas de peur, mais de souvenir lorsqu'une véritable ambulance, sirène à la main, passa devant l'hôpital, en route vers les urgences. Dana avait vu des chiens sursauter au bruit des coups de feu, des feux d'artifice, des moteurs mais pas Scout. Pas comme ça. Il ne se recroquevilla pas et n'aboya pas. Il s'arrêta, s'assit, les oreilles raides, les yeux rivés sur la vitre, la fourrure hérissée sur les épaules. Il ne réagissait pas au bruit où il se souvenait. Dana s'agenouilla près de lui, le cœur serré. « Scout, murmura-t-elle, tu as déjà vu ça, n'est-ce pas?
Il tourna lentement la tête vers elle, et pendant un instant, elle jura qu'il avait l'air hanté. Il avait initialement été affecté à la police de Tulsa, où il était affecté à la détection d'explosifs et aux opérations d'infiltration. Son responsable, l'agent Miguel Herrera, avait été tué en service lors d'une descente dans une maison soupçonnée de trafic d'enfants. L'affaire était classée sans suite. Après le raid, Scout avait été réaffecté au trop ébranlé pour le service actif, trop précieux pour prendre sa retraite. Il passa de service en service avant de trouver refuge auprès de Dana. Elle n'avait jamais creusé les détails, maintenant, elle n'avait plus le choix. Le rapport du raid de Tulsa était brutal, une ferme rurale, perquisitionnée après des mois de surveillance. 5 suspects arrêtés, mais un homme s'était enfui à un soignant. Le suspect avait fui à travers bois, vêtu d'un uniforme d'ambulancier, disait le rapport. Son nom, Tyrell Knox, le même homme qui avait abandonné Ellie dans les bois du Montana. Ce n'était pas une nouvelle affaire, c'était la même opération, toujours en cours, toujours en mouvement, toujours à voler des enfants. Et Scout était là quand tout a commencé. Cette nuit-là, Dana s'assit par terre à côté du panier de Scout. Il était de nouveau agité, les yeux rivés vers la fenêtre, les muscles crispés dans son sommeil. « Dis-moi ce que je rate, dit-elle doucement. Dis-moi jusqu'où ça va. » Scout ouvrit un œil, puis l'autre. Il se leva, se dirigea vers la porte, puis aboya une fois. Dana le suivit dans le salon, incertaine de ce qu'il voulait. Il alla chercher son sac et fouilla un dossier à l'intérieur. Elle la sortit. C'était la carte de la forêt nationale de Pine Hollow, celle qu'ils avaient utilisée pour retrouver Ellie. Scout la tapota de nouveau, puis s'assit, fixant du regard non pas l'endroit où ils avaient trouvé l'ambulance, mais des kilomètres au nord-ouest, près du début du sentier de Salt Creek. Ils y allèrent à pied le lendemain matin. Dana disait juste prendre l'air, mais elle portait un gilet pare-balles et son arme de poing. Scout lui montra le chemin, le nez au sol, sans hésitation. Au bout d'1 kilomètre, il quitta le sentier principal, traversa une épaisse forêt de pins et franchit une crête. Puis il s'arrêta et aboya 2 fois. Dana traversa les broussailles et trouva une clairière, un foyer éteint, des mégots de cigarettes, des attaches auto-agrippantes, une chaussure d'enfant, et à côté, enfouie sous une bâche, une autre armoire à pharmacie blanche, comme celle des ambulances. Elle l'ouvrit. Elle était vide, à l'exception d'un presse-papier délavé avec une liste de prénoms en rien que des prénoms. Ellie était l'un d'eux. Duke aussi, et 4 autres qu'elle ne reconnaissait pas. Au même moment, la thérapeute d'Ellie à l'hôpital fit une découverte. Elle utilisa une ambulance miniature pendant leur séance, en plastique, silencieuse, avec des portes fonctionnelles. Ellie recula d'abord, puis la saisit lentement. Il ouvrit les portes arrière, sortit le brancard et y plaça une figurine en plastique, aux cheveux bouclés. Il murmura quelque chose. La thérapeute se pencha plus près. « Que as-tu dit, Ellie ?» Il leva les yeux. Ils n'ont pas emmené Duke au même endroit. Elle se figea. Quel endroit? Il baissa de nouveau les yeux. Ils ont dit que Duke était trop bruyant. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Celui qui dirigeait cette opération ne se contentait pas de déplacer les enfants, il les triait, les séparait. Dana entourait les noms sur le bloc-notes, ceux barrés disparus et ceux intacts, probablement encore en liberté, toujours en vie. Ce soir-là, l'agent Collins s'appela de l'équipe spéciale du FBI. « Shérif Brooks, dit-il. Nous avons analysé le visage du Polaroid que vous avez trouvé dans la chapelle. Le deuxième enfant correspond à 96% à Duke Jensen. Nous avons également repéré un autre visage sur la photo, un reflet dans un coin en arrière-plan. Nous venons de l'identifier. Il s'appelle Marcus Dillard. Qui est-il? Ancien compagnon de cellule de Knox. Condamné pour enlèvement en 2009. Libéré l'année dernière sur parole. Dana serra les dents. Où est-il maintenant? C'est la mauvaise nouvelle. Il est hors réseau. Mais on a une trace de son véhicule, un camping-car immatriculé sous un faux nom.
repéré il y a 2 jours près du comté de Coldwater, à 70 km au sud de chez vous. Le cœur de Dana s'emballa. Elle regarda Scoot. On va chasser, dit-elle. Avant de partir, elle fit un arrêt. La chambre d'hôpital d'Ellie. Elle s'agenouilla près de lui, à hauteur de ses yeux. Ellie, dit-elle doucement, on va chercher Duke. Tu te souviens de Duke, n'est-ce pas? Il hocha lentement la tête. On pense qu'il est peut-être encore là-bas. Les lèvres d'Ellie tremblèrent. Scoot ira aussi? Dana sourit. Bien sûr, il n'irait pas sans toi. Ellie attrapa la patte de Scoot. Dis-lui. Dis-lui que Duke n'aime pas le froid. Dana hocha la tête, le regard vitreux. Je lui dirai, mon cœur. Promis. Le comté de Coldwater était vaste, rural, hors des sentiers battus. Elle et Scoot roulaient dans un SUV du service, vitres baissées, radio éteinte. L'adjoint de Dana les suivait quelques minutes plus loin. Ils étaient à mi-chemin d'une ancienne route minière lorsque Scoot aboya brusquement, puis sauta à la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» Il pivota, haletant, gratta à la portière. Dana ralentit. Ils avaient dépassé un camping-car blanc, poussiéreux, immatriculé hors de l'état ou caché derrière un panneau publicitaire effondré annonçant un gîte à truites abandonné depuis longtemps. Elle fit marche arrière. Le camping-car n'avait pas de rideau, juste des vitres teintées, et sur l'une d'elles, une petite empreinte de main. Le shérif Dana Brooks coupa les phares. Le camping-car était immobile sur le chemin de gravier, sa peinture autrefois blanche étant devenue jaune crayeux, tachetée de sève et de rouille. Les vitres étaient teintées, mais pas assez foncées, on distinguait des contours, des mouvements derrière les rideaux. Scoot grognait déjà bas sur la banquette arrière, le poil hérissé, la tête collée à la vitre. Elle appela. Unité 3 à la base, localisation possible du suspect Marcus Dillard. La plaque blanche du camping-car correspond à une immatriculation partielle de l'Idaho selon le Bolo. Demande de renfort au kilomètre 12 de Ridgeback Road, près du vieux panneau du gîte à truites. Continuez en silence. Puis elle regarda Scoot. Tu es prêt? Il n'attendit pas qu'on lui donne une laisse. Quand l'adjoint Wallace arriva, Dana avait déjà les yeux rivés sur la porte latérale. Scoot se tenait à côté d'elle, les muscles raides, la queue pointée comme une boussole. On bouge, chuchota Wallace. Siège passager. Quelqu'un se baissa. Dana sortit son arme. Ils savent qu'on est là. Elle s'avança avec Scoot, ses bottes faisant crisser les feuilles sèches et le gravier. À 3 mètres, les aboiements se firent entendre pas ceux de Scoot ou d'un deuxième chien à l'intérieur, aigu, paniqué. Dana fit signe à Wallace. Porte arrière. Il hocha la tête et fit un grand cercle. Elle atteignit la porte latérale, la main posée près du loquet, puis un grand bruit retentit à l'intérieur, un cri d'enfant. Dana n'attendit pas. Elle donna un coup de pied dans la porte. Le camping-car explosa dans le chaos. Scoot se précipita à l'intérieur le premier, dépassant des chaises pliantes et une glacière. Dana suivit, arme au poing. À l'arrière du camping-car, un homme se releva précipitamment, grand, nerveux, barbu, les yeux enfoncés, la lèvre gercée. Une arme tremblait dans sa main. Ne bouge pas, hurla Dana. Pose-la. Il ne bougea pas. Il visa. Scoot ne lui laissa aucune chance. Le berger allemand bondit, ses mâchoires se refermant sur l'avant-bras de l'homme, projetant l'arme au sol. Le suspect hurla et se débattit, mais Scoot tint bon. Wallace entra par la porte de derrière quelques secondes plus tard. Main en l'air. Ils le menottèrent tandis que Scoot continuait de grogner, les yeux rivés sur l'homme qui avait brandi une arme dans une pièce où se trouvait un enfant. Car oui, il y avait un enfant. Dans un coin du camping-car, blotti dans un sac de couchage, se tenait un petit garçon aux cheveux bruns bouclés, grands yeux, muet de peur. C'était Duke, vivant, maigre, pâle, mais vivant. Dana rengaina son arme et s'agenouilla. « Salut,
Mon pote, dit-elle doucement. Je m'appelle Dana. Tu es en sécurité maintenant. Il la fixa, les lèvres pincées. Puis il regarda Scout, et quelque chose en lui se transforma. Il rampa prudemment d'abord, puis plus vite, et enfouit son visage dans le cou de Scout. Scout ne bougea pas, il resta planté là, laissant le garçon trembler dans sa fourrure. Dana déglutit difficilement et alluma sa radio. Enfant guéri. Identification confirmée. État stable. Demande d'évacuation sanitaire et d'intervention en traumatologie pédiatrique. Wallace vérifia les poches du suspect. Carte d'identité et téléphone jetable, même configuration que la dernière fois. Dana se tourna vers l'enfant. Duc, on va t'emmener au chaud. Tu as faim. Il ne répondit pas, mais hocha la tête. À l'hôpital, Duc ne parlait à personne d'autre qu'à Scout. Il ne mangeait pas sans que Scout soit à proximité. Il ne dormait pas sans que le chien soit sous le lit. C'était comme si le berger était un bouclier vivant entre Duc et le monde. Dana laissait faire. Elle savait qu'il valait mieux ne pas forcer un enfant qui avait traversé ce genre de silence. Parfois, ce n'était pas ce qu'un enfant disait qui comptait, mais ce dont il se souvenait au plus profond de lui-même. Pendant que les médecins examinaient Duc, Dana était assise avec l'agent Collins dans le couloir. « Vous avez de la chance, » dit Collins en feuilletant les dossiers. « Vous l'avez attrapé avant le prochain transfert. » Dana fronça les sourcils. « Transfert ?» Collins acquiesça. Dillard est en rotation tous les 10 jours. Hervé rencontre un deuxième véhicule, passe l'enfant, puis nettoie le Hervé et revient en arrière. Ce presse-papier que vous avez trouvé? Ces noms ne sont pas que des victimes, c'est de l'inventaire. Elle se sentait mal. Tu as dit que Duc serait le prochain. Collins tapota ses notes. Ouais. D'après les données numériques du téléphone jetable, le prochain transfert était prévu pour ce soir. Dana expira lentement. On est arrivé juste à temps. Les empreintes digitales de Duc ont tout confirmé. Il s'agit de Duc Jensen, disparu du foyer d'accueil du Kansas depuis 214 jours. Son dossier, comme celui d'Ellie, était classé en sommeil, non résolu jusqu'à ce que Scout perce le silence. Dana observa à travers la vitre Duc s'accrocher au chien comme à une bouée de sauvetage. Puis elle remarqua autre chose, il tenait quelque chose dans sa main, un dinosaure en plastique, comme celui d'Ellie. Les garçons avaient passé du temps ensemble, au moins une partie de leur temps, et quelqu'un, peut-être un autre enfant, peut-être Duc lui-même, avait donné à Ellie le jouet à tenir, preuve que quelqu'un tenait encore à lui. 2 jours plus tard, Dana se tenait aux côtés de Rachel Monroe, la mère d'Ellie, tandis que l'hôpital se préparait à réunir les garçons. Ellie était assis, plus alerte, parlant même en phrases complètes lorsqu'on le lui demandait, mais rien ne l'avait vraiment ramené à la réalité jusqu'à l'arrivée de Duc. Les 2 garçons se fixèrent longuement. Puis, sans un mot, Ellie sortit du lit et traversa la pièce. Il rendit le dinosaure à Duc, qui le serra dans ses bras. Scout était allongé entre eux, toujours aux aguets, toujours surveillant. Ce soir-là, de retour au poste, Dana mit le tableau à jour une dernière fois. Le réseau n'était pas terminé, il y avait d'autres noms sur le presse-papier, d'autres enfants étaient encore dehors, mais la chaîne avait été brisée, et Scout était celui qui l'avait brisée. Avant de fermer la porte pour la nuit, Dana s'agenouilla près de lui et lui gratta derrière les oreilles. « Tu te souviens de tout, n'est-ce pas ?» Scout lui lécha la main. Et peut-être, que c'était sa réponse. L'hôpital sentait le nettoyant au citron et la soupe au micro-ondes. C'était le milieu de la nuit, mais le shérif Dana Brox ne dormait pas, Scout non plus. Le berger allemand gisait dans le couloir devant la chambre d'hôpital de Duc, alerte mais calme. À l'intérieur, Duc et Ellie dormaient profondément pour la première fois depuis des jours, pas de cauchemar, pas d'infirmière vérifiant les constantes vitales, juste le calme et la paix. Dana sirotait du café brûlé dans un gobelet en carton et parcourait les dernières nouvelles de l'équipe spéciale du FBI. 4 noms du presse-papier avaient été associés à des signalements d'enfants disparus dans 3 États, 2 garçons et 2 filles, tous disparus dans des circonstances différentes,
et dont on pensait désormais qu'ils étaient tous passés entre les mêmes mains. Ce qui semblait être un acte de cruauté isolé se transformait en un acte systémique, coordonné et terrifiant. Plus tôt dans l'après-midi, Duke avait subi un examen médical complet. Les médecins recherchaient des signes de traumatisme chronique, de malnutrition, tout ce qui était caché. Ce qu'ils découvrirent stupéfia tout le monde, un autre éclat, plus petit qu'un grain de riz, incrusté juste sous la peau, près de son omoplate gauche. C'était un appareil industriel, le même que celui d'Ellie, mais celui-ci était différent. Il portait un numéro de série. Dana se tenait à côté du radiologue lorsque l'image est apparue. Le numéro était partiellement dégradé, mais toujours lisible. « Pouvons-nous retracer cela ?» a-t-elle demandé. « On va essayer, dit-il. Mais quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer que ce n'était lié à rien d'officiel. Cela ne l'a pas empêché d'essayer. Avec l'aide de la division cybernétique du FBI, la puce a été retracée jusqu'à un fournisseur du Nevada, puis vendue légalement à un prestataire de services logistiques vétérinaires, depuis radié. L'acheteur était une société écran. L'adresse à un entrepôt dans le Colorado était une piste. Et surtout, c'était une preuve. La preuve que quelqu'un avait essayé de cataloguer ses enfants comme s'ils étaient des biens. Et la preuve que Scout n'avait pas trouvé Ellie par hasard. Il s'était souvenu d'une odeur, d'un motif, d'un crime qu'il avait déjà rencontré et qu'il n'avait jamais lâché. Ce n'était pas de l'instinct. C'était de la mémoire. 3 jours plus tard, une opération coordonnée et multi-agence a frappé le centre du Colorado. À l'intérieur se trouvaient des conteneurs, de faux murs et des compartiments garnis de vieux brancards d'ambulanciers. Ils ont découvert des caisses de téléphones jetables, des documents, des dizaines de photos et 6 autres puces de localisation. Pas d'enfants ce jour-là, mais ils ont trouvé ce dont ils avaient besoin, nom, origine, date, un plan de l'opération. Et au centre de tout cela, Tyrell Knox, le faux médecin qui avait abandonné Ellie comme un déchet dans les bois. De retour à Pinoloo, Dana se tenait sur le toit de l'hôpital au lever du soleil, regardant le ciel rosir au-dessus des pins. Scout était assis à côté d'elle, appuyé contre sa jambe comme il le faisait toujours. « Tu l'as fait, mon pote » murmura-t-elle. « Tu t'es souvenu de ce que personne d'autre ne pouvait faire. » Il cligna lentement des yeux, comme s'il comprenait, parce que peut-être qu'il comprenait. Duke et Ellie ont été placés ensemble dans une famille d'accueil tenant compte des traumatismes. Leurs parents n'étaient pas encore prêts à les accueillir. Les médecins ont dit que les garçons avaient besoin d'encadrement, de thérapie et de temps pour guérir, mais ils étaient là l'un pour l'autre. Et ils avaient Scout. Ils leur rendaient visite une fois par semaine, parfois plus. Les garçons ne parlaient pas de ce qui s'était passé, mais ce n'était pas nécessaire. Ils jouaient en silence, dessinaient, se tenaient la main en marchant et Scout était toujours à leur côté, un pont vivant entre leur passé et leur avenir. 3 mois plus tard, le palais de justice de Pinoloo était bondé. Le maire de la ville monta à l'estrade, rectifia ses notes et s'éclaircit la gorge. Une histoire survient qui nous rappelle qui nous sommes, ce à quoi nous tenons et comment un acte de loyauté peut changer le cours d'innombrables vies. Il fit un geste vers l'avant de la foule, où Scout était assis dans son plus beau gilet canin, la queue remuante et les oreilles dressées. Et parfois, ce geste n'est pas le fait d'un être humain. Parfois, il vient d'un héros à 4 pattes qui refuse de laisser le silence l'emporter. Le maire a épinglé une médaille au gilet de Scout. Une ovation debout a suivi. Dana a essayé de garder son sang-froid, mais la boule dans sa gorge persistait. Scout ne sembla pas s'en apercevoir. Il se contenta de regarder les garçons, qui applaudissaient, les larmes aux yeux, et remuaient la queue. Le lendemain matin, Dana prit la décision qui la tourmentait depuis la fin de l'affaire. Elle sortit les papiers de retraite de Scout de son tiroir et les signa. Il l'avait amplement mérité, et elle savait exactement où il devait être. Scout vit désormais à temps plein chez Ellie et Duke. Leurs parents d'accueil appellent cela une tutelle, mais les garçons disent simplement que Scout est à leur place. Et à vrai dire, Dana est d'accord. Elle vient souvent leur rendre visite, parfois pour déposer des dossiers, parfois juste pour apporter des encas.
Mais surtout, elle observe. Elle observe deux garçons autrefois perdus dans le noir se remettre à rire. Elle observe un berger allemand, autrefois traumatisé, dormir paisiblement au pied de leur lit. Elle observe le silence céder la place à la guérison. Car finalement, Scout n'a pas seulement retrouvé Ellie. Il l'a rendue. Et ce faisant, il a contribué à résoudre un problème bien plus vaste que n'importe quelle affaire. Il a décrypté une opération à l'échelle du système, tout cela parce qu'il a refusé d'ignorer un aboiement, une odeur, un son, un souvenir. Tout cela parce qu'il se souvenait. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Des histoires comme celle de Scout nous rappellent que l'héroïsme peut prendre de nombreuses formes et que parfois, ceux qui ne peuvent pas parler sont ceux qui entendent le mieux la vérité. Si vous pensez que les animaux comme Scout méritent d'être honorés, n'oubliez pas de vous abonner à Heroes for Animal, où le courage marche à quatre pattes. Que auriez-vous fait si vous aviez trouvé cette ambulance dans les bois? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.